Ici maintenant 95.2, ici maintenant Point Info pour nous écouter, nous regarder via Internet. Aujourd'hui nous allons parler non pas de revue de presse internationale puisque Pierre, comme je l'ai déjà dit, est en Italie. Nous allons parler du Codex Alimentarius avec notre invité Alexandre Rouget. Alexandre, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes l'auteur d'un article paru dans le dernier Nexus sur le Codex Alimentarius. Alors on en entend parler depuis très longtemps, en tout cas pour ceux et celles qui s'y intéressent un petit peu, notamment avec des revues bien spécifiques qui l'ont mentionné à différentes reprises. Seulement là, on arrive à un tournant. On va d'abord définir ce qu'est ce codex, d'où il nous vient, et puis de voir ce qu'il met en place petit à petit. Alors, Alexandre, vous êtes journaliste. Je vais de prime abord vous demander de nous expliquer d'où sort ce Codex Alimentarius, qu'est-ce qu'il signifie? C'est une, c'est une émanation de deux organismes de l'ONU. D'une part la FAO, donc, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et d'autre part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en 1962 ont débloqué des fonds pour alimenter, pour financer des divers comités d'experts, qui sont une vingtaine, et qui se réunissent périodiquement, et qui sont chargés de rédiger des normes techniques contraignantes pour tout ce qui a trait à la production, à la transformation, au conditionnement de tout ce qui est alimentaire, agroalimentaire dans le monde. Alors, ce Codex Alimentarius, normalement, aurait dû prendre effet de prime abord, fin 2009, début 2010. Qu'est-ce qu'il en est exactement depuis donc 1962? Quel a été son parcours, finalement, dans le but que s'est fixé la FAO avec l'OMS? On peut penser que c'est une bonne chose de prendre soin de la manière dont nos aliments sont conditionnés, de la manière dont ils sont fabriqués. Sur le papier, ça peut être une bonne chose. Notamment eu égard aux intentions qui ont été affichées dès le départ de la part des promoteurs du codex. Le problème, c'est qu'en général, on est plus dans le fait ce que je dis, pas ce que je fais, et que la mise en avant d'intentions manifestement louables et positives, en gros, n'est qu'un cache-sexe. Enfin, c'est pas exactement le but qui a été annoncé de prime abord, qui est poursuivi manifestement. Alors pourquoi manifestement? Qu'est-ce qu'en pensent déjà les différents gouvernements, puisque le nombre d'experts réunis pour le Codex Alimentarius à travers le monde, chaque gouvernement à travers, en tout cas tous ceux et celles qui ont signé au sein de l'ONU, ont leur mot à dire. Oui, ça concerne tous les pays membres de l'ONU, donc les 192 ou je sais pas combien qui sont. Donc oui, tout le monde est concerné, mais c'est les instigateurs du codex ont fait en sorte qu'effectivement que tout le monde soit concerné, puisque pour que aucun État ne puisse se dérober en disant j'étais pas au courant de telle décision que vous étiez en train de préparer, donc je suis pas d'accord pour la valider et je refuse de l'appliquer en ce qui concerne mes propres importations alimentaires ou ma propre production alimentaire. Pour parer à ce risque de dérobade, les instigateurs du codex ont bien fait en sorte que chaque pays soit informé et qu'il ne puisse pas faire comme s'il n'était pas au courant de ce qui était en train de se tramer. D'accord. Et donc ça remonte grosso modo à la fin du cycle de l'Uruguay, qui a vu la naissance de l'OMC via les accords de mondialisation, donc, qui ont été signés à Marrakech en fin 94 et début 95. Dès cette époque-là, il a été clairement établi que effectivement aucun pays ne puisse faire semblant ou réellement ignorer la teneur des réunions des comités codex et la teneur des décisions qui y étaient prises et des normes qui étaient édictées dans le domaine de l'agroalimentaire. Dès 1955, il y a eu la première conférence mixte, puisque en tout cas le Codex Alimentarius est financé dans une certaine mesure par la FAO, en grande majorité en tout cas, et puis une autre par l'OMS. Alors on pourrait se dire que le Codex est dépendant de ces deux organismes. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est réellement tangible de ce côté-là ou pas, pour garantir l'indépendance de ce fameux Codex Alimentarius?
là, on est face à un double paradoxe, c'est que l'indépendance, elle aurait dû être garantie par effectivement, enfin garantie, du moins au plan technique, par cette dépendance financière vis-à-vis de deux organismes qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est normes techniques de production pure, hein, la taille des bananes, l'irradiation des aliments, ce genre de choses. On aurait plutôt pu penser a priori que l'OMS étant en charge de la santé, aurait plutôt émis des avis négatifs sur une décision comme l'irradiation des aliments ou sur la quantité d'additifs alimentaires ou d'aspartame dans les aliments. Vous voyez, des choses qui sont quand même assez élémentaires, sur lesquelles on dispose d'énormément de ressources, d'études. Bref, mais en fait, c'est pas le cas. Et on s'aperçoit, autre paradoxe, que contrairement à l'adage qui veut que qui paye décide, bien que l'OMS et la FAO allongent les ronds pour faire tourner cette boutique, et ben à la limite, la créature a un peu échappé à ses créateurs, et les experts qui composent les différents comités du codex, qui délibèrent et qui édictent les normes techniques, font ce qu'ils veulent. Oui, mais alors, Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'est ce qui apparaît le manifeste. Après, si on gratte un peu, et quand on se pose la bonne vieille question qui consiste à se demander à qui le crime profite, eh ben, les normes qui sont édictées, puis imposées après par l'OMC, vont assez manifestement dans le sens de l'industrie agroalimentaire. d'accord. Donc, des experts, les fameux experts qui sont au sein de ce Codex Alimentarius, C'est la grande question. alors, sont-ils indépendants là aussi, ou alors sont-ils plus ou moins liés à des firmes agroalimentaires? Tout laisse à croire qu'ils sont plus ou moins liés aux intérêts de l'industrie agroalimentaire. Alors, tout porte à croire, c'est en l'état actuel des choses indémontrable. Moi, la seule info que j'ai eue par rapport à ça, c'est un vieux monsieur qui est un grand juriste, qui est un spécialisé dans le droit de la vigne et du vin, et qui en 84, il bossait au ministère de l'Agriculture, je crois, et il a été chargé de présider l'une des réunions la réunion de 84 d'un des comités Codex au nom de la France. Et dans ce cadre-là, on lui a soumis comme proposition, entre autres, l'irradiation des pommes de terre. Et lui, il connaissait ça ni d'Ève ni dedans, il en avait jamais entendu parler, il savait pas en quoi ça consistait, il n'en connaissait pas les implications éventuelles au plan sanitaire. Donc il s'est retourné sur les experts qui étaient 120 ou 140 qui composaient la délégation française. Toutes les délégations des gouvernements des pays représentés sont composées d'experts comme ça qui sont chargés de conseiller les représentants publics, les représentants de la nation, hein, en dernière instance. Et les experts ont dit à ce monsieur, ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, l'irradiation des patates, c'est pas un problème. Et vas-y. Et ça se passe comme ça à chaque fois. Ce sont les experts qui, effectivement, c'est pas eux qui décident à la place des politiques, mais comme les politiques sont absolument incompétents et ignorants là-dessus, et on peut même pas les en blâmer, puisqu'ils ont quand même pas le temps de se farcir des connaissances, d'atteindre tel niveau d'expertise sur des domaines aussi pointus, ils s'en remettent entièrement à l'avis des experts. Mais bon, la consultation, l'arrivée entraîne des décisions dont après, nous faisons les frais au plan gustatif évidemment, au plan du simple goût des aliments, mais au plan aussi sanitaire. Alors, pour illustrer peut-être ce que vous venez de dire, on pourrait parler de Philippe Vasseur, qui travaillait fin 95, début 96, en tant que ministre. Enfin, il travaillait au sein du ministère de l'Agriculture de l'époque. Philippe Vasseur Ouais. était le ministre de l'Agriculture. Il était le ministre de l'Agriculture. Bon, bah voilà, ça c'est une chose. Il s'est retrouvé plus ou moins en confrontation avec Gilbert Jolivet. C'est pas Vasseur, c'est l'un de ses collaborateurs auprès de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui s'appelle Alain Guyot et qui est vigneron dans le Mâconnais, entre autres. Et si vous voulez raconter l'anecdote. Ah bah non, je vous en prie, vous connaissez certainement mieux le sujet que moi. Donc ils ont tous les deux en tout cas eu entre Guillot et donc Jolivet, ils ont eu l'occasion d'avoir une discussion. Et voici ce qui s'est dit, hein. En ce qui concerne les additifs et les conservateurs, je ne suis pas sûr que ce soit accepté en haut lieu. Donc ça, il s'agit d'Alain Guillot qui s'exprime. Non, c'est Gilbert Jolivet qui explique à Guyot que effectivement l'étiquetage précisé sur l'emballage des aliments de la quantité exacte et de la nature exacte des additifs et des conservateurs, et donc des adjuvants chimiques qui y figurent, ça risque d'être relativement mal accepté en haut lieu. Et donc Jolivet l'avertit en lui disant « Vous voulez dire la vérité aux consommateurs sur ce qu'ils mangent et sur ce qu'ils boivent? Qu'est-ce que vous cherchez, la révolution ?» Là-dessus, Guillot lui répond « Là, on ne va plus être copains. » Alors là-dessus, Jolivet tente de se faire plus convaincant. Il pose fermement la main sur l'épaule de son interlocuteur, le regarde bien au fond des yeux et lui dit « N'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. »
Donc cette anecdote a été rapportée par Alain Guillot, qui rejoint de nombreux autres cas de menaces plus ou moins explicites. Ouais. Voilà, mais pas seulement dans le domaine agroalimentaire. Il y a eu Claude Bourguignon, le célèbre ingénieur agronome, qui s'est fait dégager de l'INRA et qui s'est fait mettre des bâtons dans les roues avec son épouse parce qu'ils ont mené des recherches qui n'allaient pas du tout dans le sens de l'INRA, mais c'est-à-dire des gens qui financent l'INRA. Et il est quand même assez étonnant que par rapport à ça, on ne sache même pas l'origine du financement d'un organisme comme l'INRA, mais qui est à 80% privé. Et donc là, en l'occurrence, qui paye décide. Et les mecs qui financent l'INRA sont assez attachés au fait que les chercheurs de l'INRA fassent des recherches qui vont dans le sens des productions en amont. Donc Claude Bourguignon, à une époque, il faisait une recherche sur je ne sais plus quelle variété de céréales qui donnait de bien meilleurs résultats que les variétés cultivées actuellement. Et bon, on lui a fait comprendre qu'il serait peut-être un peu plus intelligent de sa part de passer à autre chose, quoi. Donc le Codex Alimentarius qui est financé en grande partie par l'OMS, et puis, non, pardon, je crois que c'est l'inverse, la FAO D'abord la FAO et après l'OMS. Et l'OMS dans une moindre partie. Ouais. Et on s'aperçoit que finalement les directives qui sont prises au sein du Codex Alimentarius sont faites non pas apparemment tant pour protéger les aliments, mais au contraire pour servir l'agro-business. Alors ce que je vous propose, ainsi que les auditeurs, c'est une partie d'un zapping qui est passé il y a quelques semaines de ça. Ça dure 1 minute 30. On l'écoute. C'est concernant justement l'actualité, la fameuse patate OGM qui a été acceptée, tolérée. Voici ce qu'on découvre, et notamment concernant les vaccins. Pour la première fois depuis 12 ans, l'Union européenne autorise la culture d'une pomme de terre OGM qui sera destinée à l'industrie et l'alimentation animale. Quand on fait un champ de pommes de terre, une année avec éventuellement cette variété transgénique, l'année d'après on met une autre, et on ne peut pas ramasser toutes les pommes de terre dans le sol, donc il y aura des contaminations. L'Amflora, pomme de discorde. Autorisée par la Commission européenne, la commercialisation de cette pomme de terre OGM est vivement contestée en France, à commencer par Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie. Nous ne reconnaissons pas l'expertise, dit-elle dans Le Parisien. Selon elle, les experts fondent leur avis sur les analyses fournies par les semenciers eux-mêmes. Certaines affaires ont alimenté les soupçons sur l'indépendance des experts. Ainsi, la responsable du bureau OGM dans l'Agence européenne des aliments a été directement recrutée par le fabricant d'OGM Syngenta en 2008 pour superviser les nouvelles demandes d'OGM. Créer des maladies, cela revient à faire croire à des gens sains qu'ils sont malades. En élargissant les critères des maladies, on fait en sorte que les hauts et les bas de la vie quotidienne deviennent les symptômes d'une maladie, tout cela dans le but de prescrire beaucoup plus largement des médicaments. L'actuelle présidente du Haut Conseil chargé d'évaluer les OGM vient de se voir offrir un siège au prochain conseil d'administration de l'industriel du médicament Sanofi-Aventis. C'est justement ce Haut Conseil qui devra bientôt se pencher sur la nouvelle pomme de terre OGM. Voilà donc court extrait qui est relativement parlant, si on peut dire. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais la radio ici maintenant fait une généralité. Non. Ce n'est qu'un extrait, en tout cas des faits. Mais pour revenir au Codex Alimentarius, eh bien, on peut se poser des questions. Alors, en quoi est si important ce codex ? Pourquoi est-il si important, en tout cas pour nous consommateurs ? Mais enfin, par parenthèse, votre petite compilation, votre petit zapping, c'est exact. Enfin, ça dit tout ce qu'on vient de dire en 15 minutes. Ça dit tout en 30 secondes. Enfin, tout est là. Après, il n'y a plus de questions à se poser. Enfin, le conseil d'administration de Sanofi, enfin, le Syngenta et tout. Enfin, c'est les mecs, ils se cachent même plus, quoi. Ça devient, franchement, ils passent en visage découvert et vu au sous de tout le monde. Et ils en ont rien à foutre, quoi. On en est quand même à un point de. Bon, pourquoi le codex est important ? Parce que ils font en sorte d'avoir le contrôle. En droit, hein, donc juridique, et aussi en fait, c'est-à-dire dans la vie pratique, ce que vous pouvez ou pas manger, même pas ce que vous devez, ou si vous avez le droit de le faire, si vous pouvez vous procurer tel ou tel type de nourriture. Si c'est pas du totalitarisme, ça je me demande bien ce que c'est, quoi. Les mecs, ils ont le contrôle absolu sur tout ce qu'on peut manger ou pas, entre le moment où on le fout, on plante une graine dans la terre, et le moment où on vous sert votre assiette au restaurant, quoi. Et à aucun moment entre ces deux étapes, on ne peut échapper aux normes codex. C'est quand même pas mal.